Dans les eaux troubles de l'Atlantique Nord, un animal s'adapte discrètement à de profonds changements de son environnement. C'est l'un des plus grands prédateurs du littoral européen, capable de chasser des proies rapides et fugaces. Le phoque gris. On l'a souvent associé à une adorable peluche blanche ou à un clown de mer. Et pourtant, son destin est émaillé d'épreuves. Depuis toujours, il doit faire face à des super-prédateurs. Et depuis peu, à des cannibales. Aujourd'hui, on le surprend à remonter les rivières ou à la chasse aux marsouins. Pour comprendre l'origine de ces nouveaux comportements, il faut musarder à ses côtés, au cœur d'un océan qui, lui aussi, s'est transformé. Les rivages de l'Atlantique Nord abritent les colonies de phoques gris. Du Canada à la Suède, en passant par le Royaume-Uni, ils affectionnent les eaux tempétueuses et tempérées. Depuis la fin des années 70 et l'arrêt de la chasse aux phoques, la population augmentait d'environ 10% par an. Mais depuis quelques années, elle plafonne. Aujourd'hui, on commence tout juste à comprendre l'origine de cette stagnation. Grâce notamment au recensement annuel et au progrès des bagues et des balises embarquées. On connaissait la plupart de ses activités côtières. On découvre désormais ses déambulations au large, ses zones de chasse et ses proies inattendues. Septembre. Un jeune mâle part en quête d'une terre d'asile, c'est-à-dire le plus souvent d'une des nombreuses îles qui constellent les eaux du Royaume-Uni, où vivent 40% de la population mondiale et 95% de la population européenne de phoques gris. Parmi elles, l'île de May, à l'est de l'Écosse. Ce jeune Candide tente sa chance un peu au hasard. Mais cette île est déjà occupée par un phoque mâle de 270 kg qui règne jalousement sur son territoire. Le combat contre le poids lourd est inégal. Il va devoir partir ailleurs, chercher une autre terre d'accueil. On pensait que les phoques étaient tous philopatriques. Autrement dit qu'ils revenaient sur leur colonie natale pour se reproduire. Mais les phoques porteurs de balises ou de bagues ont montré qu'il y avait de nombreuses exceptions. Ils ont notamment prouvé qu'un jeune mâle est capable de nager plus de 1000 km à la recherche d'une nouvelle colonie. Le jeune mâle tente de s'approprier les meilleures îles, des reposoirs isolés, jamais totalement submergés. D'autres phoques ont évidemment eu la même idée. Une explication musclée avec le maître des lieux s'impose à nouveau. La vie d'un jeune mâle est assez peu enviable. Pour trouver sa place en société, il doit affronter tous les mâles dominants des îles.
S'il ne fait pas le poids, il doit abdiquer. Après avoir erré plusieurs semaines, le jeune guerrier arrive enfin à l'archipel des Orcades, au nord de l'Écosse. En vue, l'île de Westray. Ses falaises semblent totalement imprenables. Depuis le début de son odyssée, il aura longé toute la côte est du Royaume-Uni et parcouru une distance équivalente à un marathon par jour, pour arriver enfin sur l'îlot de Farey, dans une crique en apparence déserte. En apparence seulement. Un autre combat se profile. Mais ici, son rival ne mesure que 2 mètres pour 150 kilos. Victoire. Durement acquise. À son tour, il va défendre son lopin de terre, tout en jeûnant. Son ambition, se reproduire. Une semaine après son combat triomphal, il est récompensé par l'arrivée de femelles qu'il va prendre sous sa protection. Plus petites, plus fines, plus blanches et plus coquettes. Le voici Pacha, à la tête d'un harem de 7 irrésistibles femelles grasses et morveuses. Pendant 6 semaines, il doit les surveiller jalousement. Pour veiller à ce que d'autres mâles ne viennent pas empiéter sur son territoire et son harem, il s'escrime à les tenir à l'écart. Sur de courtes distances, il peut ramper aussi vite qu'un homme qui court. De l'âge de 10 ans jusqu'à leur mort vers 25 ans, les mâles phoques gris doivent se livrer à une vingtaine de combats chaque automne. Rarement mortels, ces affrontements laissent aux combattants des cicatrices, à vie. Quant aux femelles, elles ne sont pas arrivées seules. Fécondées il y a 11 mois, elles viennent ici, mettre bas. Les phoques gris sont les plus grands animaux sauvages qui se reproduisent à terre, au Royaume-Uni. Curieusement, il naît chaque année 10 femelles pour 7 mâles. Ces demi-frères et sœurs sont nés à quelques jours d'intervalle. Leur manteau blanc leur vaut le surnom de blanchons. Les blanchons ne suscitent aucun instinct paternel chez le mâle, qui ne participe jamais à leur éducation. Quant à la femelle, elle ne s'occupe des blanchons que pendant les 18 jours que dure l'allaitement. Son secret ? Un des laits les plus gras du monde. 5 litres de lait qui permettent aux petits de gagner 2 kilos par jour. Un véritable régime de sumo. Les blanchons épuisent leur mère, qui perdent jusqu'à 6 kilos par jour et 40% de leur poids en moins de 3 semaines d'allaitement. Toutes les nuits de novembre, c'est le baby-boom dans les maternités insulaires. Sur l'île de Farey, ce sont environ 12 000 phoques gris qui s'entassent sur les plages à l'automne. C'est la seconde plus grande colonie du Royaume-Uni. Depuis 2008, la population de cette île ne croît que d'environ 4% par an, soit près de 3 fois moins que dans les années 80.
Pourtant, les femelles sont toujours aussi fécondes et donnent naissance à une douzaine de petits dans leur vie. Les blanchons seraient donc victimes d'une surmortalité à partir du moment où ils quittent le confort des maternités. Après 2 semaines passées dans les souilles de boue à l'abri des tempêtes, certaines femelles les invitent à découvrir les joies des premiers bains. Elles savent être persuasives. Obnubilés par leurs mamelles, les petits oublient qu'ils pénètrent pour la première fois dans l'eau glacée. Une méthode pédagogique très efficace. Les mères incitent même leurs rejetons à nager, en les forçant à immerger la tête sous l'eau. Peu isolés du froid, les blanchons prennent d'abord des bains de courte durée. Puis s'aventurent seuls et plus longtemps. Insouciants du danger, d'un nouveau danger. Un mâle adulte. Aux mères, le soin de le repousser. En regroupant leurs petits en crèche, les femelles coalisées parviennent à juguler les ardeurs du mâle. Malgré la différence de taille, ce sont elles qui contrôlent le calendrier de reproduction sur l'île. Après précisément 18 jours d'allaitement à jeun, les femelles ne produisent plus assez de lait. Les petits vont devoir être sevrés. Premier signe de leur émancipation, la mue. Les blanchons vont perdre progressivement leur fourrure immaculée. Pour réussir à s'en débarrasser, tous les moyens sont bons. Pendant ce temps, certaines femelles affamées regagnent l'océan pour se nourrir. Leurs petits ne les reverront probablement jamais. Les voilà seuls, livrés à eux-mêmes, au cœur de l'hiver, orphelins des tempêtes. Un petit sur 2 ne survit pas à ce traitement de choc. Pire, depuis quelques années, ils doivent faire face à un ennemi intime. Un mâle cannibale. Il compte uniquement sur son poids pour terrasser ses proies.
Sa mère, encore à proximité, entend son cri de détresse. Elle fait diversion. Miraculeusement, le jeune phoque s'en sort avec quelques blessures. Ce mâle cannibale reprend sa chasse. Il guette le départ des mères pour s'en prendre à des petits isolés. Cette fois, rien ne peut le distraire. Ce comportement a été observé depuis le début des années 2000 sur plusieurs îles britanniques. Chaque phoque cannibale tue environ 12 petits par an. Curieusement, ils ne prélèvent qu'un lambeau de gras avant d'abandonner leur victime. On pense que ce cannibalisme est moins provoqué par la faim que par une frustration sexuelle. En effet, leur stratagème ressemble étrangement à celui mis au point par des jeunes mâles. Leur cible, les jeunes femelles, qui tentent de regagner l'île. Sûrs de leur supériorité physique et tels des cannibales, ils vont tenter de les immobiliser à faible profondeur. Pincées et mordues à la nuque, les femelles ne peuvent plus s'enfuir. Le phoque est adepte de l'amour vache. Les mâles pourraient dévorer leur partenaire, mais leur objectif est tout autre, s'accoupler pour assurer leur descendance. Ces jeunes phoques sont surnommés les mâles périphériques. On estime qu'ils ont 10 fois moins de chances de se reproduire que les grands mâles. Mais comme ils sont plus nombreux, ils parviennent souvent à leur fin. Décembre marque la fin de la saison des accouplements. Toutes les femelles ont quitté l'île. Seuls restent en maraude quelques mâles solitaires. C'est le moment choisi par les derniers orphelins pour prendre le large. Affronter les tempêtes et l'inconnu. Depuis toujours, le calendrier de reproduction du phoque gris semble paradoxal. En effet, c'est en plein hiver que les petits sont sevrés et se retrouvent livrés à eux-mêmes pour faire face à la violence des éléments, aux vagues. Et depuis quelques années, aux mâles qui ont pris goût à la viande de phoque. Les petits doivent tromper la surveillance du phoque cannibale pour gagner le large. Ils improvisent. Certains vont chercher des crevasses pour s'échapper discrètement.
Victoire. Ces failles offrent des sorties dérobées vers le large. Ce dernier phoque aura-t-il cette chance? Ce jeune phoque n'est pas parvenu à semer le cannibale. Que prépare ce mâle? Un baiser de Judas ou une farce de clown? Ni l'un ni l'autre. Dans l'eau, le tueur ne peut utiliser son poids pour saisir et croquer les petits. Ce jeune est passé vers un océan déchaîné. Son sort sera scellé par les colères de l'hiver. Ce Candide doit survivre au cœur des montagnes liquides, où les poissons sont encore rares. Pendant les premiers mois de leur vie aquatique, les phoques voient fondre leurs réserves de graisse au contact de l'eau froide. Comme cette jeune femelle, ses parents ne lui ont jamais appris à chasser. Que va-t-elle bien pouvoir se mettre sous la dent? Une algue laminaire, la salade de la mer du Nord. Pas très nourrissant. Mais jusqu'au printemps, elle peut compter sur sa réserve de graisse pour lui permettre de survivre en économisant ses stocks. Comme l'eau froide brûle les graisses plus rapidement que l'air, les jeunes phoques effectuent de nombreux séjours à terre pour préserver leurs réserves. En moyenne, ils passent 4 jours en mer pour 1 jour à terre. Ils apprennent d'instinct à se servir de leurs sens. Leur vue, sensible aux basses lumières, tant sous l'eau que sur l'eau. Elle leur permet de détecter les mâles suspects qui rôdent. Leur odorat, qui depuis leur naissance distingue l'odeur spécifique à chaque phoque. Enfin, un sens du toucher à distance grâce à leur vibrisses, c'est-à-dire leurs moustaches. Elles sont 10 fois plus sensibles que celles des chats. Même dans l'obscurité, elles captent les ondes créées par les corps en mouvement. Ces ondes ne sont pas celles produites par un mâle en maraude. Cette barrique de graisse profite des joies d'une thalassothérapie à l'eau froide. Tout en dormant, ce mâle régule sa température en maintenant son corps immergé dans l'eau glacée. Le jeune phoque peut donc aisément tromper sa vigilance. Et en apparence, la voie est libre. Plus d'ondes suspectes. C'est le moment idéal pour prendre le large. Pourtant,
son ouïe détecte d'étranges sifflements de plus en plus présents. Venant de toutes les directions et mélangés à des cliquetis. La baleine tueuse. Venue en famille chasser le phoque. Les plus expérimentés donnent loisir aux plus jeunes de s'entraîner à assommer le phoque. Avant de partager le repas en famille. Depuis la nuit des temps, les baleines tueuses, également appelées orques, chassent le phoque. Celles de l'Atlantique Nord consomment aussi du poisson. Mais comme cette ressource tend à s'amenuiser, elles se rabattent sur les phoques. On les observe de plus en plus souvent près des côtes. Aussi, tous les phoques, jeunes ou adultes, doivent apprendre à vivre avec leurs sombres menaces. Celui qui a échappé à une attaque d'orques sait les repérer à distance, même en dormant. En gonflant ses poumons, le phoque fait la bouteille. Il ne se repose que d'un œil pendant ses odyssées. Ses vibrisses détectent toute vibration inhabituelle en surface et de l'autre côté du miroir. Son ouïe, plus sensible dans l'eau que dans l'air, identifie de loin les signatures vocales de son ennemi mortel. La simple vue de l'aileron dorsal terrorise tous les phoques. Et pour cause, sous ce couteau noir d'1,80 m pour le mâle adulte, se cache un prédateur de 9 tonnes. Pire, les orques chassent en meute et sont capables de pointe de vitesse à 70 km/h. Les phoques ne peuvent rivaliser. Seul salut possible, rassemblement sur un abri de fortune. Pour attraper les phoques, les orques ne peuvent s'échouer sur ces rochers coiffés de coquillages. Ils déchiquetteraient leur épiderme. Elle tente alors de brouiller les pistes. Les femelles et les jeunes restent sous la surface et changent rapidement de position, pendant que le mâle se montre ostensiblement pour effrayer les phoques. En vain, les phoques ne bougent pas. Aussi,
Les orques préfèrent passer leur chemin pour tenter de surprendre ailleurs des jeunes phoques imprudents. Les orques apparaissent exclusivement à la fin du printemps et en été, au nord du Royaume-Uni. Pour une bonne raison. Ce calendrier correspond au moment où les phoques sont les plus gras. À la fin du printemps, tous les phoques ont quitté la maternité de Farey. Et pour cause, le retour du soleil déclenche dans la mer du Nord une explosion de vie, donc de proies disponibles pour les phoques. La lumière stimule l'explosion de phytoplancton, des algues microscopiques qui donnent aux eaux de surface leur teinte émeraude. Des algues qui vont à leur tour nourrir des petits poissons et crustacés, eux-mêmes mangés par des prédateurs. Dans les 3 ans qui suivent le départ de leur île natale, les jeunes phoques partent en quête de ces proies au hasard des courants. Sans port d'attache, ils se dispersent. Ainsi, en quittant Farey, un phoque a d'abord visité la pointe nord de l'Écosse, en passant dans le détroit du Pentland Firth et ses remarquables aiguilles de grès rouge. Des étranges formations géologiques rongées par la mer et le vent. Puis il a fait demi-tour et mis le cap au sud, en s'aventurant le long de la côte ouest de l'Écosse. Comme il n'a jamais reçu de leçon de chasse de ses parents, il navigue à l'instinct, en observant ses semblables ou d'autres animaux marins. Promesse de festin. Parmi ses meilleurs indicateurs, les fous de bassin. Ces patrouilles de kamikazes repèrent leurs victimes sous la surface, avant de fondre sur elles en piqué jusqu'à l'incroyable vitesse de 110 km/h. Avec les goélands et autres oiseaux marins, le phoque s'invite à la table des fous et finit les restes du banquet. Son instinct ne l'a pas trompé. Au fil des rencontres, ce phoque aura nagé plus de 1000 km en 3 ans pour finalement atteindre le pays de Galles et l'île de Ramsay. Elle est séparée de la Terre par un isthme étroit en forme d'entonnoir où s'engouffrent des violents courants créés par les flux de marée. Ils drainent des eaux froides et des nutriments venus des profondeurs. 24 heures sur 24, ils assurent une livraison de nourriture pour des centaines de prédateurs marins réunis dans la passe. Parmi eux, un petit cétacé furtif, le marsouin. Ce bolide de 60 kilos déjoue la force du courant de Ramsay pour attraper plus de 5 kilos de poissons par jour. Depuis quelques années, on a remarqué que quelques mâles phoques gris s'intéressaient de près à ces cétacés côtiers. Bien qu'à l'aise dans le courant, le phoque gris ne peut rivaliser de vitesse avec les marsouins. Toute course-poursuite est vouée à l'échec.
Alors il utilise une autre stratégie. Le phoque imite celle des grands félins pour surprendre ses proies. La chasse en embuscade. Problème, la visibilité ne dépasse pas quelques mètres et l'empêche de chasser à vue. Heureusement, ces vibrisses sont plus sensibles aux ondes créées par des corps en mouvement dans l'eau que dans l'air. Elles agissent comme un sondeur multifaisceau et donnent des informations sur la position, le sens de déplacement et la vitesse des marsouins. Ainsi, au cœur de la passe et son trafic incessant de marsouins, le phoque attend le passage de sa proie pour tenter de la surprendre et l'intercepter. En vain, il manque encore de pratique. Pourtant, ici et dans d'autres goulets de l'océan Atlantique, des phoques mâles dévorent désormais plus d'une dizaine de marsouins par an. On n'a jamais encore observé d'attaque de marsouins par des femelles. On pense qu'elles se concentrent sur des proies plus petites. Ainsi, en quête de nourriture, une femelle a quitté l'île de Faroe pour rejoindre les rivages des îles Shetland. Curieusement, les apnées des femelles sont en moyenne plus longues, mais moins profondes que celles des mâles. 6 contre 5 minutes et 48 contre 57 mètres. Conséquence, les femelles chassent essentiellement à proximité des côtes pour chercher leur pitance. Ainsi, au sud-ouest des îles Shetland, la femelle affectionne les plages de sable blanc, notamment celle de l'île de Saint-Ninian. Au cœur de ces baies abritées se cachent des poissons invisibles. Les rois du camouflage, qui ne résistent pas au peigne de ces vibrisses. Des limandes. Gare au goéland, qui viendrait jouer les piques-assiettes. Les femelles commencent à enfanter dès l'âge de 4 ans et doivent donc commencer très jeunes à se constituer des réserves de graisse. À la recherche de nouveaux territoires de chasse, ces femelles et tous les phoques gris découvrent désormais un nouveau monde. Un océan étrange, peuplé de bouées colorées comme des ballons de baudruche et de monstres en acier qui ronronnent au cœur de gradins en béton garnis de goélands. Bref, un océan transformé, dans lequel doivent désormais évoluer tous les prédateurs de l'Atlantique, même les orques. À la découverte de ce monde étrange, 2 phoques ont quitté ensemble Faroe et longé la côte est de l'Écosse jusqu'en Angleterre. Ils
s'aperçoivent que d'autres phoques gris ne s'émeuvent pas de la présence d'étranges géants d'acier qui peuplent ces eaux troubles. En remontant la rivière Tees, les phoques rencontrent un monde de métal et de béton qui fume et bourdonne au rythme des marées et des voitures. Ils ne sont pas les seuls à nager à contre-courant. À la marée montante, les saumons atlantiques remontent le flux dans l'espoir de trouver quelques frayères, celles où ils sont nés. Avec leur odorat très développé, ils sont aimantés par des effluves diffuses, l'odeur propre à la rivière Tees. Les phoques espèrent évidemment pouvoir se repaître de ces poissons. Mais ils restent insaisissables en pleine eau. Par chance, l'homme et son goût immodéré pour le béton et le métal vont leur donner un petit coup de pouce. En amont des bouées, les phoques ont découvert un mur totalement infranchissable. Un barrage. Le courant de la marée montante draine d'autres phoques qui convergent vers l'entonnoir en béton. Tous attendent l'ouverture des vannes. L'eau douce déversée fera monter en surface les saumons, pressés de pondre en amont, pour le bonheur des phoques. Chaque jour d'été, les phoques dévorent moins de 7% des saumons qui tentent de franchir le barrage. En montant, la mer finit par compenser le courant de la rivière et engloutit les vannes. Les saumons peuvent alors aisément rejoindre leurs frayères en amont du barrage. Quant aux phoques, et notamment cette femelle, ils peuvent enfin digérer leur repas et se délasser dans un bain moussant. Une femelle phoque gris consomme en moyenne 2,5 kg de poisson par jour, contre 3 pour un mâle. Et plus le poisson est gras, moins il en faut. Or, les saumons sont gras et nourrissants à souhait, mais pas toujours aussi faciles à capturer. Comme va le découvrir une femelle qui s'est aventurée en Écosse. Elle a découvert des rangées d'étranges structures cylindriques, les fermes à saumon. Cages de 40 mètres de diamètre. Elles enferment plus d'1 million
de saumon. Des fruits défendus qui restent inaccessibles aux phoques. Au total, il y a désormais près de 350 fermes à saumon au Royaume-Uni, essentiellement en Écosse et dans ses îles. Ces cages créent des écosystèmes miniatures à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Les farines, les excréments et les parasites nourrissent de nombreux poissons qui vivent à l'extérieur des cages. Comme ces lieux, les phoques peuvent parfaitement s'en contenter. Mais les exploitants des fermes ne font pas de différence entre un phoque qui chasse les lieux autour des cages et un voleur de saumon. Les poissons d'élevage restent la propriété de l'homme qui se donne tous les moyens pour les protéger. Les phoques paient le prix fort pour leur curiosité. Au Royaume-Uni, la loi autorise l'abattage des phoques soupçonnés de chaparder des poissons d'élevage. Rien ne les prépare à cette justice expéditive. En mer Baltique, sur le littoral de la Suède, les pêcheurs entrent également en conflit avec les phoques. Dans les années 2000, ils ont inventé des pièges qui sont formés d'un filet qui barre la route aux poissons côtiers, puis d'un entonnoir en filet qui les font converger vers une nasse. Dans leur sillage, ils entraînent les phoques. Quelques caméras de surveillance les surprennent en flagrant délit de vol de saumon, de morue et de hareng. En remontant leurs pièges, les pêcheurs ne collectent souvent que les miettes des repas des phoques. Les stocks de poissons de la Baltique sont surexploités et s'amenuisent. Inévitablement, les phoques gris deviennent les coupables tout trouvés de cette surpêche. Leurs populations sont sévèrement impactées par des morts accidentelles dans les filets et des abattages autorisés. Depuis le début du XXe siècle, la moitié des effectifs de la mer Baltique a disparu. Aujourd'hui, à l'image de celle des autres phoques gris de l'Atlantique Nord, la population de Farey fluctue essentiellement au rythme des ressources alimentaires disponibles. Des nouveaux prédateurs et des mortalités accidentelles. Autant de facteurs qui expliquent la stagnation de leur population. Il y a aujourd'hui moins de phoques gris que d'éléphants d'Afrique, mais comme ils sont concentrés sur les rivages de l'Atlantique Nord, ils donnent l'impression de prospérer. Au contact des engins de pêche, de nombreux phoques disparaissent en mer sans laisser de traces. Certains survivent, comme cette femelle réchappée miraculeusement des mailles d'un filet. Sur l'origine des prédations sur les proies inhabituelles, on ne peut que spéculer. Mais les soupçons portent encore sur l'industrie de la pêche. En prélevant les ressources disponibles, elle force les phoques à trouver d'autres sources de protéines. Pour survivre dans cet océan transformé, les futures générations de phoques devront à leur tour adapter leurs déplacements et comportements.
Ainsi, les phoques aujourd'hui martyrisés dans le nord du Royaume-Uni s'installent plus au sud, notamment à Blackney Point. Sur ces rivages, nul orque et nul piège ou ferme à saumon. Un nouvel Eldorado, où les phoques sont intégralement protégés alors qu'ils y ont été décimés dès le 19e siècle. Ici naissaient 25 petits en 2001. Aujourd'hui, c'est plus de 2000 blanchons qui viennent au monde chaque année pour créer la plus grande colonie de reproduction de l'Angleterre. Preuve qu'un peu de poisson et de protection suffisent aux phoques gris pour prospérer. Un message assez simple pour qui veut bien l'entendre.